Le deuxième axe de réforme de notre rapport sur la mobilité sociale concerne l'orientation et l'adaptation de l'offre de formation avec trois priorités. Promouvoir une orientation mieux choisie, redonner de la visibilité aux filières professionnelles et renforcer la lutte contre le décrochage scolaire et les dispositifs de seconde chance. Concernant l'orientation, le sentiment d'être enfermé dans des choix d'orientation souvent contraints et mal préparés en amont figure parmi les principales causes d'absentéisme qui peut ensuite préfigurer des situations de décrochage. Nous proposons tout d'abord de construire un accompagnement tout au long du cursus secondaire en vue de l'élaboration par chaque élève d'un parcours d'orientation mieux choisi et valorisé. Tout d'abord en proposant à chaque élève un parcours individualisé de découverte des métiers et des formations à partir de la 6e, Jean-Frédéric Poisson l'a évoqué dans son propos introductif, en diversifiant l'offre scolaire au sein du collège unique en faveur des élèves notamment qui sont en difficulté ou dont le projet nécessite une attention particulière. Nous avons vu des expériences très intéressantes dans les collèges de classe relais ou de classe de troisième alternative. Et puis enfin, en favorisant l'articulation entre enseignement secondaire et enseignement supérieur, notamment par la validation des crédits d'enseignement d'études supérieures pour les périodes d'immersion des lycéens dans un établissement d'enseignement supérieur. Là, nous avons vu des expériences très intéressantes dans un lycée à Rennes, mais aussi à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, avec des passerelles organisées entre Bac-3 et Bac+3. Par ailleurs, afin de favoriser la réussite dans les parcours universitaires, nous souhaitons d'abord conforter et généraliser les dispositifs de tutorat et de parrainage, comme les cordées de la réussite, qui facilitent la transition vers l'enseignement supérieur. Nous souhaitons développer une offre d'accompagnement en direction des étudiants titulaires d'un bac professionnel pour conforter leurs chances de réussite dans les filières courtes. Et nous souhaitons enfin renforcer le dispositif des bureaux d'aide à l'insertion professionnelle dans les universités qui donnent satisfaction aux étudiants qui sont accompagnés et qui donnent aussi d'excellents résultats dans nos territoires. Ensuite, pour redonner de la visibilité aux filières professionnelles. Nous le savons, l'apprentissage est un facteur de mobilité sociale qui connaît aujourd'hui des résultats réels. C'est une voie d'accès efficace à l'emploi durable, mais sans dynamique de progression, avec des effectifs en baisse pour les bas niveaux de qualification et le risque d'un apprentissage à deux vitesses. En vue de garantir à l'apprentissage les moyens de son développement, tout en respectant l'objectif de 500 000 apprentis en 2017, nous préconisons de concentrer les moyens mobilisés sur la levée des freins à l'apprentissage que nous avons identifiés, le double logement, l'accès au permis de conduire et l'insuffisance dans la maîtrise des compétences de base. L'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme que nous avons auditionné nous a donné ce chiffre édifiant. 30% des apprentis du secteur du bâtiment sont en situation d'illettrisme contre 4,5% pour la moyenne des jeunes. Ensuite, en ce qui concerne le renforcement de la lutte contre le décrochage scolaire. Le décrochage, vous le savez, est un phénomène massif en France, avec de l'ordre de 130 à 140 000 jeunes qui sortent chaque année du système éducatif sans diplôme. C'est environ 17% d'une classe d'âge. Le décrochage, pour les deux co-rapporteurs, constitue une perte de richesse économique et sociale majeure pour la nation. Et donc, comme vous le savez aussi, le gouvernement s'est fixé deux objectifs clairs dans ce domaine. Diviser par deux le nombre de jeunes sortant sans qualification du système éducatif d'ici 2017, c'est le volet prévention du décrochage. Et pour les jeunes ayant déjà décroché, offrir une solution de retour en formation pour 25 000 d'entre eux, en particulier pour l'année 2014. À nos yeux, la lutte contre le décrochage doit être la première priorité des pouvoirs publics, qu'elle passe par l'éducation nationale ou par les dispositifs de deuxième chance, qu'il s'agit de simplifier avec, nous le pensons, un objectif de raccrochage qui doit être beaucoup plus ambitieux. Pour cela, nous proposons de renforcer les moyens et la dimension partenariale des plateformes d'aide et de suivi aux décrocheurs. Nous proposons de mieux utiliser les ressources de l'éducation nationale. Nous avons indiqué dans notre rapport qu'il y avait aujourd'hui 40 000 places vacantes dans les lycées professionnels et 48 000 places vacantes dans les internats, mais aussi en développant un certain nombre de structures alternatives du type micro-lycée. Nous proposons enfin d'améliorer la couverture du territoire par les écoles de la deuxième chance, en concertation avec les régions et en augmentant le nombre de jeunes bénéficiaires. Venons-en à la période de transition vers l'âge adulte
est la question fondamentale de l'accès des jeunes à l'emploi et à l'autonomie. Les chiffres, là aussi, sont très éclairants. 3 ans après la fin des études, le taux de chômage des jeunes non diplômés atteint 40%, contre 10 à 11% pour les diplômés de l'enseignement supérieur. Le taux d'emploi des jeunes de 15 à 24 ans place la France à la remorque de l'Europe. Il est inférieur de plus de 4 points à la moyenne de l'Union européenne. Cette spécificité française s'explique notamment par la durée des études, ainsi que par la rareté et la forte précarité du travail étudiant. Alors, en ce qui concerne l'accompagnement des jeunes peu ou pas qualifiés, là aussi, nous avons très clairement constaté que les missions locales proposent aux jeunes un accompagnement global qui est plutôt apprécié des bénéficiaires. Cela ressort d'ailleurs de l'enquête réalisée par KPMG. Nous l'avons indiqué, les missions locales ont des atouts, leur ancrage local, leur connaissance des jeunes, mais montrent aussi certaines limites. Ainsi, le taux d'encadrement est aujourd'hui d'un conseiller pour 100 jeunes environ, et les disparités territoriales en termes de résultats et de moyens peuvent être significatives. Nous préconisons donc de renforcer les moyens du service public de l'emploi, notamment ceux qui sont alloués aux jeunes les moins diplômés, en augmentant les dotations aux missions locales et en encourageant les bonnes pratiques expérimentées sur le terrain, le parrainage, les réseaux tissés avec les entreprises, la détection des jeunes en difficulté. En contrepartie, il convient d'améliorer l'évaluation et le pilotage des missions locales dans le cadre du dialogue de gestion avec l'État. Nous proposons également que les dispositifs existants, qui sont trop nombreux, les contrats aidés, Civis, soient réduits et que nous puissions créer une aide unique à l'insertion professionnelle, ce que nous avons appelé le contrat de réussite, avec un socle commun pour les jeunes et des prestations personnalisées du type, par exemple, de la garantie jeune qui est en cours d'expérimentation. En ce qui concerne maintenant l'accès à la qualification, nous souhaitons favoriser l'accès à la qualification et mieux valoriser les compétences acquises, grâce à des parcours moins linéaires. Pour permettre aux jeunes, en particulier aux moins diplômés et aux anciens décrocheurs, d'accéder plus facilement à la qualification tout au long de leur parcours, nous formulons une proposition. Instituer, dès l'âge de 16 ans, une garantie d'accès à la formation et à la qualification par la création d'un droit de tirage dans le cadre du compte personnel de formation, dont les modalités sont en cours de discussion dans le cadre de la loi sur la formation professionnelle. Parce que l'amélioration de la qualification passe aussi par la reconnaissance de l'expérience et des compétences acquises. Il faut simplifier en matière d'information et d'accompagnement la validation des acquis de l'expérience, qui reste un véritable parcours du combattant, et mieux reconnaître les compétences non formelles et non académiques. En ce qui concerne maintenant les compétences acquises, nous souhaitons également conforter le rôle du service civique pour favoriser la mobilité sociale des jeunes en poursuivant sa montée en charge afin d'accroître le nombre d'offres combinant service civique et formation à l'intention des décrocheurs scolaires. Nous souhaitons aussi poursuivre la montée en charge du nombre de volontaires non bacheliers, qui représentent aujourd'hui entre 25 et 30% des volontaires. Je le dis en tant que rapporteur spécial des crédits de la jeunesse et de la vie associative, il faudra sans doute diversifier le financement du service civique, qui doit reposer sur l'ensemble des ministères concernés, dont le ministère de l'Éducation nationale, afin de respecter l'objectif de 35 000 jeunes volontaires dès cette année et de 100 000 à la fin du quinquennat. Nous formulons ensuite plusieurs recommandations visant à soutenir l'emploi étudiant dans des conditions compatibles avec la réussite scolaire, notamment en aménageant les horaires et en confiant aux partenaires sociaux le soin d'ouvrir une négociation sur le sujet. Maintenant, concernant le renforcement de l'autonomie des jeunes, et la dernière partie de notre rapport. S'agissant de l'autonomie des jeunes, nous montrons que ces derniers sont plus touchés que les autres par la pauvreté et la précarité. Leur taux de pauvreté avoisine 25%, soit 2 fois plus que dans la population moyenne, et à 23 ans, le taux d'emploi en CDI ne dépasse pas 33%. Au cours des 3 années suivant la sortie de formation, la durée moyenne d'emploi des jeunes reste très faible et il leur faut attendre environ 5 ans, quel que soit leur diplôme, pour obtenir un emploi stable. Nous devons absolument résoudre ce problème spécifiquement français de la transition vers l'âge adulte.
Notre rapport met particulièrement en évidence la situation difficile des jeunes au regard de l'offre de logement et du marché locatif. Ce problème concerne en particulier les jeunes qui, n'étant pas en formation initiale, relèvent du droit commun en ce qui concerne les aides au logement. Les 25-29 ans consacrent 19% de leurs ressources au financement de leur logement, soit près du double du taux d'effort consenti, toutes classes d'âge confondues. Entre 1984 et 2006, le taux d'effort net pour le logement a augmenté de 10 points pour les moins de 25 ans, de 6 points pour les 25-29 ans, et sur la même période, ces taux n'ont augmenté que de 1,5 points pour l'ensemble de la population. Donc là, nous voyons qu'il y a un problème qui est très clairement identifié sur la question du logement des jeunes. Pourtant, d'importants moyens sont mobilisés. Au total, le système d'aide à l'autonomie représente plus de 5 milliards d'euros si l'on additionne les allocations de logement aux étudiants, 1,3 milliard d'euros pour 700 000 étudiants bénéficiaires, la demi-part fiscale liée au rattachement des jeunes de moins de 25 ans au foyer de leurs parents, cela représente 2,2 milliards d'euros pour 1,8 million de foyers bénéficiaires, et enfin les bourses sur critères sociaux, qui représentent 1,8 milliard d'euros pour près de 500 000 boursiers. Si l'on représente par un graphique les effets redistributifs cumulés de ces trois aides, l'on constate que la répartition de leur montant par décile de revenus présente une courbe en U que vous allez avoir sous les yeux. Les bourses sur critères sociaux vont aux catégories les plus défavorisées, les aides fiscales demi-part et déduction de la pension alimentaire aux catégories les plus favorisées, et les classes moyennes bénéficient très peu de l'ensemble des aides au regard de leur poids dans la population. Pour mieux financer l'autonomie, nous préconisons de compléter les aides au logement par un supplément jeune, ouvert aux allocataires de 18 à 25 ans, ayant achevé leur formation initiale, et de prévoir un pourcentage d'attribution des logements sociaux aux jeunes, en veillant notamment à la construction de logements adaptés, colocation institutionnalisée en particulier, car la proportion de jeunes qui accèdent au parc de logements sociaux est très faible au regard de la part de la population totale qu'ils représentent. Nous proposons également de réformer les aides fiscales allouées aux parents d'étudiants afin que les aides au financement des études, c'est-à-dire les aides fiscales, les bourses, les allocations de logement, augmentent en fonction des charges supportées par la famille et diminuent avec la hausse des revenus. Nous fixons enfin un objectif volontariste de 50% d'étudiants boursiers contre 35% aujourd'hui et souhaitons que soit maintenu le dispositif de récompense des étudiants particulièrement méritant les fameuses mentions au bac et en licence. Enfin, en ce qui concerne le permis de conduire, pour lever un frein à l'accès à l'emploi ou à la formation et plus largement un frein à l'autonomie, nous proposons de simplifier le permis de conduire afin d'en faciliter l'accès et d'en réduire le coût. Comment ? En relançant la conduite accompagnée, notamment pour les apprentis dans les entreprises, en adaptant la durée de la formation pratique aux aptitudes de chaque candidat. Nous souhaitons également que la transparence soit faite sur les taux de réussite propres à chaque école de conduite. En outre, il convient, à nos yeux, d'anticiper la formation théorique dans le cadre scolaire, en particulier auprès des conducteurs de 2 roues, à partir de 14 ans. Enfin, il importe de mieux cibler les aides financières au permis de conduire. Pour conclure, mes chers collègues, au terme de ces travaux passionnants que nous avons conduits avec Jean-Frédéric Poisson, nous mesurons l'ampleur de la tâche qui nous attend collectivement pour favoriser les parcours de progression sociale avec et pour les jeunes, c'est le titre de notre rapport. Mais c'est un défi majeur pour l'action publique. Il faudrait sans doute une dizaine de séances comme celle-ci pour détailler toutes nos propositions. Et donc, je me contenterai, pour conclure, de reprendre la formule du sociologue Camille Pegny. Dans une démocratie moderne, un enfant doit pouvoir faire sa vie avec d'autres cartes que celles qu'il a trouvées dans son berceau. Je vous remercie. Merci.